Merci d'embarquer une fois de plus avec nous pour un beau voyage en images dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Avec des ailes enrichies de rencontres intenses, Papillon Volé vous fait toucher de plus près la réalité du handicap. Comprendre le monde des sourds, respirer l'envie de vivre quand tout bascule, saisir l'émotion des sens et des mots et saluer le talent qui supplante le handicap sont quelques-uns des ingrédients d'une recette de vie à la différence allégée et à l'espoir regonflé que je suis heureux de vous faire partager. Sommaire. Un pont de liaison pour comprendre la vie du silence, Serac est un moteur majeur au cœur des mondes. Le handicap lui offre la conscience du pardon et la foi en l'avenir. Pascal Podriza est un artiste précieux. Une graine savante du catapin moulé de talent, Stéphane Anne-Robertine chante la paix et nous caresse l'espoir. Avec sa seule raison de vivre, cambriolée par le handicap, Marie-Laure Bureau affiche une réussite exceptionnelle, continuer et sourire à la vie. Un président lucide quant à la cause du handicap en Guyane, Alain Thieng-Liong vise les vraies solutions à envisager. La détermination comme étendard, Hugues et Mendy sont les visages de la performance. Leur envie de gagner porte la force de leurs rêves. Papillon volé, bon mag. Ah, qu'est-ce que le Serac? Eh bien, le Serac, ça veut dire sourd, entendant, recherche, action, communication. Nous sommes à la fois une association et un centre de formation. Et dans ce centre de formation, il y a différents pôles d'activité. On a un pôle formation très important où on fait en fait deux types de formations. Les formations pour les sourds en CAP et Bac Pro en alternance sous forme de contrat de professionnalisation. Donc ils sont à moitié en entreprise et à moitié en centre de formation chez nous. Tous les cours sont dispensés en langue des signes pour leur permettre d'acquérir le programme de l'éducation nationale. Nous avons aussi des formations destinées aux personnes entendantes qui souhaitent s'initier à la langue des signes. Donc là on a des cours le matin, l'après-midi, le mercredi pour les enfants, par exemple. Nous avons aussi un pôle interprétariat où le service d'interprète se déplace au niveau des gendarmeries, des tribunaux, de la police, des CMP, etc. Et puis nous avons un pôle culturel assez important où nous mettons en place des manifestations destinées à la population guadeloupéenne et puis antillaise et même métropolitaine pour permettre de mieux faire connaître la culture sourde, la communauté sourde. C'est quand même une communauté qui est assez atypique, invisible en plus. Donc il est clair qu'on peut être assis à côté sans s'apercevoir que là, ah bah il est mal poli, tout de suite il y a une connotation négative parce qu'il m'a pas répondu. Il est sourd. Ah, il est sourd. Alors, les objectifs du Serac sont divers et en fait correspondent à toutes les problématiques de la vie quotidienne d'un sourd et d'un malentendant. Au travers des problèmes sociaux, des problèmes d'intégration professionnelle, on essaye, nous, de faire en sorte que les politiques, les médias, la population soient sensibilisés aux problématiques des sourds et des malentendants et permettre à cette communauté de s'ancrer en Guadeloupe parce qu'elle a malheureusement encore de grandes difficultés à s'intégrer et à s'épanouir en Guadeloupe. Et il y a énormément d'allers-retours avec la métropole et ils ont énormément de mal à se fixer encore aujourd'hui dans le département. 15 ans d'interprétariat en Guadeloupe, effectivement, se résume à quand même à quelque chose de positif. Quand je suis arrivée, c'était le capharnaüm. C'est-à-dire qu'on allait chercher les sourds à domicile par dénonciation de X ou Y qui nous disait « Je crois que il y a quelqu'un qui est assez bizarre à la maison, on le voit pas très... » Et petit à petit, les gens ont cassé ce tabou, le tabou de l'handicap, d'autant plus de la surdité. La surdité est méconnue. La surdité, elle se dévoile c'est récent. Et puis notre structure aussi, elle existe depuis 15 ans, mais depuis très peu de temps, les médias s'intéressent à notre structure. Donc pendant 10 ans, on a œuvré, mais il n'y avait pas un article, pas un reportage ou quoi que ce soit. Donc il a fallu qu'on fasse nos preuves au quotidien. Mon moteur personnel, c'est vraiment, comme vous le dites, c'est casser le silence autour des sourds et des malentendants. Ils sont très peu représentés, c'est une communauté qui est très peu connue, mal connue, et qui gagne à être connue. Ce sont des personnes extrêmement agréables, d'une très grande gentillesse, assez gaies. Et la langue des signes, c'est une richesse énorme. En fait, ce que nous souhaitons vraiment à Saint-Serac, c'est de montrer à quel point la Guadeloupe a de la chance d'avoir en son sein une communauté aussi riche, ayant une culture particulière, une langue des signes particulière, qui n'est pas celle qui est en métropole, et qui d'ailleurs intéresse certains linguistes métropolitains très connus, parce que c'est une langue des signes antillaise. Un interprète doit avoir une connaissance assez élargie, une culture générale assez étendue pour répondre aux besoins. Donc ça peut
peut être de la mécanique à l'informatique, à une éducation scolaire, au bilinguisme. Enfin, vraiment, on est amené à répondre à tous les besoins. La situation professionnelle au niveau des interprètes aux Antilles-Guyane, elle est quand même assez incroyable, surtout vu de l'extérieur. C'est qu'il faut savoir que depuis maintenant 15 ans, nous avons toujours une interprète diplômée qui donc est basée en Guadeloupe. Donc autant dire que c'est vraiment extrêmement peu. À partir de là, nous avons aussi autour de cet interprète diplômé d'autres personnes qui ont la capacité de faire certains types de traductions. Mais bien moindre, c'est-à-dire dès qu'il s'agit de conférences, de traduction d'un personnage politique ou bien d'audiovisuel, on ne peut faire appel qu'à l'interprète puisqu'il faut un niveau de langue des signes et d'aptitude à avoir cet exercice mental de traduction d'une langue vers une autre en simultané en connaissant le créole, qui est vraiment rarissime. C'est vrai que j'ai fait une formation au niveau Bac+5, donc formation d'interprète, qui maintenant, avec CERAC Bagnolet et puis d'autres structures, hein, donc il y a des universités qui préparent au master, donc avec un niveau prétendant à devenir interprète professionnel, avec soutenance de dossier, avec mémoire, enfin bon, et puis des cursus, des modules bien spécifiques. L'objectif de CERAC, c'est d'être un pont entre les sourds et les entendants. Donc à partir de là, c'est vrai que ce que nous souhaitons, c'est vraiment un rapprochement entre ces deux publics qui normalement ne se côtoient pas, puisque la surdité est un handicap de communication. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à communiquer avec l'autre, on n'arrive pas à échanger. Si les collégiens, les lycéens peuvent prétendre à apprendre la langue des signes, il y a des débouchés considérables, que ce soit dans tous les domaines, aussi bien dans l'esthétisme que dans l'audiovisuel, que dans le corps médical, corps juridique, les administrations, pôles d'accueil, enfin vraiment la communauté sourde manque d'interprètes. S'il vous plaît, apprenez la langue des signes pour opter pour ce beau métier. On se rend compte que la population entendante est désireuse et très curieuse vis-à-vis de cette communauté très atypique, un petit peu mystérieuse, qui a sa culture, sa propre langue. Donc à partir de là, il y a vraiment une richesse et je pense qu'on peut être fier d'avoir cette identité forte en Guadeloupe au niveau des sourds. Depuis 15 ans, il y a une révélation, les portes se sont ouvertes. Il y a beaucoup de choses, les gens se sont intéressés à nous et puis merci. Alors j'ai intégré le monde du handicap depuis mon service militaire. Donc j'ai eu des hauts et des bas qui m'ont créé des rechutes de santé et qui ont fait que maintenant je suis reconnu travailleur handicapé. Ça s'est passé, si vous voulez, pendant mon service militaire. J'ai connu des périodes difficiles qui ont fait que je suis devenu malade. Alors, je suis atteint de troubles de comportement. Et ça fait peut-être à partir de 20 ans, j'ai commencé un traitement, mais si vous voulez, je ne prenais pas conscience de la maladie et des fois j'arrêtais le traitement en pensant que tout irait bien. C'est vraiment à partir de 32 ans, 33 ans que j'ai pris conscience de ma maladie, que je prends mon traitement quotidiennement et que j'essaie d'aller vers l'avant. Maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que pratiquement tous les jours de la semaine, je me réveille à 5 h du matin pour aller à l'ESAT des Abîmes, les mosaïques, pour travailler. Donc je suis dans un atelier qui s'appelle l'atelier Art et Déco. Mon moniteur, c'est Monsieur Jourson. Et nous apprend un peu tout ce qui est artisanal, les meubles, la sculpture, le dessin, et tout ce qui s'ensuit. Oui, j'ai une fibre artistique, je me débrouille. J'aime bien à la maison pendant les week-ends ou les vacances, de temps en temps me mettre à l'extérieur, peindre, faire de la peinture pour textile, de la sculpture, puisque mon moniteur, M. Jourson, nous a enseigné la sculpture. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est les bandes dessinées. Donc je fais des bandes dessinées. Au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et au fur et à mesure, en achetant des outils, j'ai pu perfectionner mes dessins. Mes bandes dessinées racontent un peu l'histoire des fois d'un jeune qui se recherche dans la société, qui a une famille qui l'entoure, et une famille qui prend soin de lui, qui tient à lui. Et lui, par rapport à ça, essaie de changer de vie, essaie de progresser un peu avec le soutien de ses parents et intègre une association. Et essaie de mettre tout ce qui était mauvais dans sa vie derrière lui. Oui, c'est vrai que l'art me permet d'aller de l'avant et c'est vraiment une thérapie pour moi. Ce que j'aime dans la vie, déjà c'est la vie. C'est être heureux, c'est ne pas faire de la peine aux gens qui m'entourent. Et je sais que le travail c'est important. Je suis resté longtemps sans travailler
Et pour moi, travailler et aimer ce que je fais, c'est encore plus important. Maintenant, je travaille, mais je sais que c'est dans un milieu protégé, comme les abîmes, les mosaïques. Mon moniteur, M. Jourson, il est compréhensif. Il m'aide à avancer, il m'aide à comprendre le travail. Et voilà, c'est ce qui est passionnant. C'est se lever tôt le matin et se dire j'y vais, je ferai le maximum, j'essaie de mouiller ma blouse un maximum. Et je suis fier après de cela, quoi. Oui, l'amour avec un grand A aussi, oui. J'ai une compagne, Marielle. Donc ça se passe hyper bien. Donc je lui fais un petit coucou. Voilà. C'est vrai que tout ce qui a pu se passer auparavant et qui a fait du mal à ma mère, qui a fait du mal à mon grand frère, parce que mon grand frère c'est un grand soutien. Maintenant je suis content de pouvoir faire ce qu'il faut pour faire plaisir à ma mère. Par exemple, quelque chose que je n'arrivais pas à faire auparavant. J'ai eu mon permis il n'y a pas longtemps. Et quelque chose que j'avais du mal à faire, c'était de dire bon, mais maman va faire des courses. Voir ma mère partir et faire ses courses à pied me faisait de la peine. Et parce qu'elle mérite beaucoup plus que ça. Ce que j'aurais aimé véhiculer comme message pour qu'on soit à l'écoute, c'est de nous donner notre chance. On est capable de travailler malgré notre handicap. On est capable d'être productif malgré notre handicap. Et un peu plus de chance, un peu plus d'opportunités pour nous. Je ne dis pas que les portes ne sont pas ouvertes pour nous en Guadeloupe, mais un peu plus. Il m'a gardé filé comme moi changé, moi toujours la gardé et moi la gardé, moi toujours la gardé et moi la gardé. Il m'a fait le molli en déclin, nous toutes là au courant, mais nous pas ouais nous pas moi la gardé et moi la gardé, moi toujours la gardé et moi la gardé. Dieu va moi laisse-toi, Dieu va moi laisse-toi, Dieu va moi laisse-toi, tout ça peut changer. Dieu va moi laisse-toi, Dieu va moi laisse-toi, Dieu va moi laisse-toi, tout ça peut changer. Bon matin, moi levé, toute la moitié chavillée, l'eau coulée dans le cœur, moi radio à entier. La Dieu a déclaré, mais nous-mêmes des armées, moi tout la prié pour qu'on l'arrive. La 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 la. Il m'a gardé filé comme moi changé, moi toujours la gardé et moi la gardé, moi toujours la commandé. La paix et puis l'amour. Dépasser les chemins de la normalité et inventer des voies de dégagement pour relancer le moteur de la vie, parfois déraillé par le handicap, est un exercice d'équilibriste sur les pistes d'un bonheur à construire. Et derrière la vocation éteinte par le fouet d'un traumatisme crânien, dans l'ombre d'un métier passionnant que Marie-Laure Bureau avait choisi pour unique mari, c'est le réveil d'une autre femme qu'il convient désormais d'applaudir à tout rompre. Écoutez, Papillon Capalé. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Fabrice. Que vous est-il arrivé? En l'an 2000, j'ai eu un grave traumatisme crânien et les médecins, je suis tombée dans le coma
2 mois et les médecins ont dit à ma famille, elle va mourir. Quand j'ai eu l'air de survivre, ils ont dit, si elle survit, elle sera fauteuil roulant à vie, aveugle et légumes. Ça a été épouvantable pour ma famille. Il y a eu des pleurs, c'était horrible, 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 horrible. Je me suis réveillée 2 mois après et j'ai été rééduquée. La première fois que vous aviez revu votre mère, que lui avez-vous dit? Alors évidemment, je me suis réveillée totalement amnésique. Je n'ai même pas reconnu ma propre mère qui était si joyeuse de voir que j'étais réveillée. Le personnel a dû me dire « Non, non, mais vous inquiétez pas, votre mère passe tous les jours ». Et puis quand j'ai vu une femme passer, j'ai même pas su que c'était ma mère en fait. Je ne l'ai pas reconnue. Et je lui ai dit « Excusez-moi madame, vous n'auriez pas vu ma mère, elle me manque beaucoup ». Et qu'a-t-elle ressenti? Oh, elle était tellement heureuse que je sois vivante, que je me sois réveillée, que... Oh non, c'était... La mémoire vous est-elle revenue très rapidement? Non, puisqu'en fait, j'y travaille toujours, j'y travaille au quotidien. Je regarde régulièrement les informations, les documentaires, et puis j'arrive à me souvenir... À 33 ans, il vous a fallu tout réapprendre. Complètement. Je ne savais pas marcher, je ne savais pas parler, je n'avais pas de mémoire. J'ai été rééduquée par un neuropsychologue et puis orthophoniste, ergothérapeute et kiné aussi pour... j'avais des plâtres partout puisque j'avais cassé dans l'accident une épaule et un poignet. Comment arrive-t-on à mener ce genre de combat? Je me suis sentie seule au monde, seule au monde, seule au monde. Et je devais tout faire toute seule parce que je ne voulais pas être infantilisée. Quand je suis retournée chez moi, là, je suis passée de la petite fille à la très vieille dame parce que je n'avais plus le droit de conduire, je n'avais plus le droit de travailler. Toutes les personnes qui m'aimaient bien, donc dans la famille, m'infantilisaient encore. Et tous les autres qui auraient été des amis avant mon accident me jugeaient, me méprisaient et je voulais quand même progresser. Quelle personne a fait de vous ce traumatisme crânien? J'étais toujours très exigeante avec moi. Je voulais toujours m'améliorer dans la marche, m'améliorer dans le langage, m'améliorer dans la culture. Je voulais retrouver mon métier, mais j'avais une telle foi dans... Que pour moi, c'était d'une évidence que ça allait arriver. Qu'avez-vous fait du docteur Bureau? En fait, bon, c'est vrai que je suis médecin, donc j'exerçais en tant que docteur en médecine. Et en fait, excusez-moi, je suis un peu émue. Je me suis rendu compte après mon accident que j'avais épousé mon métier. Que je vivais que pour lui, que pour mes patients, que pour les conférences médicales, les congrès, et j'étais très fidèle à mon métier, à mon mari métier, et les médecins qui me rééduquaient disaient « Vous ne redeviendrez plus jamais médecin. C'est fini, fini. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que... » Et j'ai dit « Non, non. » Régulièrement, je me disais « Je suis prête à refaire mes études de médecine depuis la première année, je suis prête à tout recommencer, mais je serai médecin et je referai médecin du monde comme je le faisais avant. Et c'était ma vocation. Et en fait, les événements m'ont fait comprendre, notamment quand il y a eu un malaise, par exemple, dans ce centre des traumatisés crâniens. Tout de suite, j'ai voulu intervenir et on m'a dit non. Et c'est l'aide-soignante qui a été au secours de cette personne. Et là, je me suis mise en pleurs parce que je me suis dit mais je suis médecin. Non, tu es malade, tu n'es plus médecin. Et je me suis dit, j'ai compris. Il faut que j'euthanasie mon métier. Qui vous a aidé réellement à vous surpasser? La foi. Je n'ai pas reconnu ma mère, mais sans que personne m'en ait parlé, je me suis souvenue de Dieu.
Et j'avais tellement confiance en lui que j'étais certaine que j'allais guérir. Qu'est-ce qui vous lie tant à la Martinique? Quand je travaillais en tant que médecin, les patients m'accueillaient vraiment bien, ils étaient très gentils avec moi, ils m'avaient complètement adoptée. Les amis que j'avais m'avaient complètement adoptée avec le visage pâle que j'ai. Et moi, j'ai adopté la Martinique pour les Martiniquais, la gentillesse de ces personnes qui sont d'une chaleur. Que faut-il vous souhaiter? Ce que je souhaite le plus, c'est le bonheur. J'essaie de savourer les 5 sens que Dieu nous a donnés. Voilà. Et je suis heureuse comme ça. Merci Marie-Laure. Alors, la lecture que j'ai de l'action sociale en faveur du public handicapé est liée aux prérogatives que nous avons reçues du législateur. Par conséquent, eh bien, le Conseil général que je préside depuis 2008 a reçu des compétences de la part du législateur, notamment à travers la Maison départementale des personnes handicapées en 2005. La problématique que nous rencontrons sur le plan politique, c'est donc, je dirais, la compensation financière par rapport à une prise en charge réelle. Donc ça, c'est un problème que nous connaissons sur l'ensemble de nos missions. Et la mission concernant la prise en charge du handicap, eh bien, est une mission qui pose problème aussi. Et bien sûr, je dois dire que, compte tenu de cela, nous avons beaucoup d'efforts à faire en termes donc d'accessibilité des personnes handicapées, soit aux structures, soit à l'emploi, soit à quel que soit le domaine qui concerne la vie quotidienne des personnes. Et le deuxième point concerne effectivement la sensibilisation et la culture que ces personnes doivent avoir de leur handicap. Et l'anecdote, c'est lorsque je reçois ces personnes, assez souvent, beaucoup d'entre elles me disent « Monsieur le Président, je souhaite que vous puissiez me prendre parce que je suis handicapé. » Et je leur réponds que vous ne serez pas embauché pour votre handicap, vous serez embauché pour votre compétence, parce que quelqu'un qui est handicapé n'est pas quelqu'un qui n'a pas de compétences. Mais si je devais faire le choix à compétence égale entre quelqu'un qui est atteint ou en situation de handicap, je vous prendrai parce que je dois participer donc de l'amélioration de votre condition de vie. Quand on est dans une situation de handicap, on n'est pas une sous-personne. Alors, nous avons au Conseil général donc identifié la nécessité déjà de répondre à la loi qui nous oblige à faire en sorte à ce que toutes nos structures soient accessibles aux personnes handicapées. C'est tous les aspects qu'il faut prendre en compte, avec la nécessité d'être réaliste en tout cas, et d'aller, je dirais, pas à pas, tout en sachant que nous avons beaucoup de choses à rattraper pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est bien pour cela que je n'aime pas dissocier tel ou tel domaine. C'est un tout parce qu'il y a la transversalité. Et c'est bien cet aspect-là que je voudrais que l'on comprenne. Même si le Conseil général est chef de file sur une politique donnée, il est clair que si les autres partenaires qui doivent intervenir pour ce qui les concerne et faire en sorte à ce que l'action publique soit rendue de façon pleine et entière à l'usager, eh bien c'est comme si on s'était lavé les mains pour les essuyer par terre. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les partenaires et ce serait donner l'illusion aux personnes handicapées que le Conseil général seul pourra intervenir et améliorer la situation. Donc nous nous y attelons. En ce moment, nous sommes en train de reprendre pratiquement en termes de réhabilitation toutes nos structures sportives. Je ne parle pas des nouvelles. Là, pour l'exemple, par exemple, nous sommes en train de reprendre la piscine départementale qui n'était pas accessible aux personnes handicapées. Nous sommes en train de reprendre toute une série de nos équipements sportifs qui n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées. Aujourd'hui, le hall Georges Noznak qui accueille toutes les compétitions de sport de balle, basket, hand, etc. Eh bien, aujourd'hui, cette structure est accessible aux personnes handicapées. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Conseil général, même dans le domaine de la culture, fait en sorte à ce que cette structure, puisque nous avons nous avons le musée, nous avons la bibliothèque Franconie, nous avons des lieux où nous accueillons des artistes qui exposent. Et je dois vous dire que oui, effectivement, nous faisons l'effort dans tous les domaines, même dans la culture, pour faire en sorte à ce que la personne en situation de handicap puisse trouver son compte. Et comme je vous l'ai dit, le président que je suis a compris une chose, c'est que le Conseil général a tout intérêt dans sa politique à faire en sorte à ce que les personnes qui sont en situation de handicap ne subissent pas la double peine de leur handicap et d'un handicap artificiel ou institutionnel que leur
imposerait soit le Conseil général, soit toute autre institution qui a vocation à intervenir pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Donner du sens à la lutte contre toutes les exclusions passe indéniablement par le choix d'octroyer aux personnes en situation de handicap la place qui leur est due au sein de la société. Pour autant, la force de l'humain ne peut être occultée par la violence des coups du sort. Au rendez-vous de la détermination, de la performance et des sommets de la gloire, Papillon d'Héros vous présente de sacrés champions. Mio! La vie, c'est pour foutre parce que la vie est très bizarre. Pour foutre le sport. Le sport, ça permet de travailler l'équilibre, le handicap. Il faut monter le handicap aussi. C'est vrai que quand on a un handicap, comme Hugues, comme il a souligné, le sport, ça leur permet de surmonter l'handicap. Donc il y a la recherche du plaisir. Comme tout un chacun, comme tous les jeunes, ils ont envie de courir, de sauter, et bien lui c'est ça. Ah oui, Hugues a un palmarès éloquent. C'est vrai que la liste est très longue, mais bon, je vais citer quelques titres qui ont marqué justement son histoire. Hein. Je pense à son titre de vice-champion du monde en 1998 sur le 100 et 200 mètres. Et puis surtout, il a un record de France sur le 100 et 200 mètres qui n'a jamais été battu, ce qui n'est pas rien. Donc il pratique la course debout avec des problèmes de coordination, d'équilibre, comme il a dit. Et bien grâce au travail, il a pu, je dirais, maîtriser tous ces paramètres qu'il a cités, hein, l'équilibre, la confiance, etc. La coordination gestuelle. Et puis au fil du temps, justement, il est monté en puissance. Et puis concernant les titres, outre les titres de vice-champion du monde, il a été vice-champion d'Europe. Il a fait 4 Jeux paralympiques. Il a fait les Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Il y a eu ensuite les Jeux paralympiques d'Athènes. Ensuite, il y a eu les Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Donc, c'est pas donné à tout athlète de faire les Jeux paralympiques. Donc, arriver à ce stade, c'est quand même très impressionnant. Le sport, c'est ma vie. Et puis, c'est tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Ce que j'aime dans le sport, c'est courir et puis... Mais je veux courir. Elle est athlète de haut niveau, donc ce qui fait que elle ne veut pas lâcher prise. Hein. Donc jusqu'à maintenant, elle me dit, maman, je veux être championne du monde. Donc nous, à côté parents, on reste avec elle, on la booste, on l'encourage. J'ai fait un AVC à 18 ans et oui, j'ai voulu continuer le sport et puis c'est ma raison de vivre. J'ai été médaille d'or de l'équipe de France junior du relais 4x400 2008, oui. Donc elle a fait son AVC il y a maintenant 3 ans et c'est vrai que ça c'est... Bon, on a dû se battre énormément pour pouvoir arriver à ce niveau-là parce que c'était vraiment, les médecins nous avaient dit que c'était déjà la fin. Donc on s'est vraiment battu et grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Mendy, c'est vrai que c'est une athlète qui promet, elle a une telle détermination, elle a une telle envie de donner le meilleur d'elle-même que nous ne pouvons que l'aider au niveau du comité. Et pour ce faire, justement, nous venons de déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil régional sur la liste de l'élite régionale. Et donc, normalement, elle devrait recevoir une aide financière pour sa préparation diététique, pour ses stages de préparation. C'est ma maman qui m'a aidée, mais c'est dur, mais c'est pas évident. Allez, il faut continuer. Ah. Mais c'est pas évident, mais je vais arriver. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu lis? Livre d'aventure. C'est bien. J'aime. Au revoir.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu lis? Un livre d'aventure. J'aime bien les livres d'aventure. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Nous manquons cruellement de conviction et nous ne savons pas croire en notre capacité à enfanter tous les possibles. Peut-être nous faut-il chanter l'espoir avec Stéphane Robertine et jeter aux orties notre peur de celui qui ne nous ressemble pas. Et parce que l'amour, valeur d'excellence, est la première fleur du bonheur, toute l'équipe de Papillon Volé vous formule ses vœux d'ouverture, d'imagination, de tolérance et de générosité pour 2012 et vous souhaite une santé de fer. Respect pour nous toutes, à bientôt et laissez Papillon voler!